le docteur, elle convoque ma mère à l'extérieur de ma chambre. Elle lui dit votre enfant, il a une leucémie, il a un cancer du sang. Et donc là, ils rentrent les deux. Et le docteur, elle s'assoit au bord de mon lit. Elle commence à me caresser la jambe tout doucement. Et là, et là, j'ai compris un truc. Et ça va me servir pendant tout le long de l'hôpital. C'est que quand un médecin il s'assoit au bord de ton lit et il te caresse la jambe, c'est que ça sent pas bon pour toi. C'est pas bon. Ouais, ça sent pas bon. Merci de nous rejoindre dans Confidence. C'est un humoriste qui sera notre invité. Il a participé à Incroyable Talent en 2024. Sa qualité principale, c'est la résilience. Il arrive à nous faire rire avec des sujets très graves. Résilient sur la maladie, parfois aussi sur la mort. Et vous allez découvrir son parcours et son secret pour une vie réussie. Salut Merwan Sali. Salut Eric, tu vas bien? Eh ben, je vais très très bien, je suis très heureux de te recevoir. Ça va, tu es bien installé? Ah là, on est bien là. Moi, j'ai l'impression d'être en tôle, mais... Ouais, c'est vrai que les lits font penser à ça. C'est des lits de colonies de vacances. Hein. Ouais, colonie de vacances? Mais qui a vécu. Ah oui, c'est les vacances des années 50, quoi. Absolument. Le pyjama, ça va? Ça te rappelle pas de trop mauvais souvenirs? Non, non, ça va, non. On va parler de la maladie oui. et on va parler de beaucoup de temps passé à l'hôpital pour toi, ce qui t'a permis de devenir celui que tu es aujourd'hui, l'humoriste qui fait rire avec ces sujets graves dont on parlait. Alors, juste avant de parler de ton parcours et de découvrir un peu qui tu étais enfant, l'élève que tu étais, ça aussi, ça promet, on va évoquer ton aventure dans Incroyable Talent en 2024. Tu as été plébiscité par le public ce jour-là, standing ovation, 5 millions de téléspectateurs qui te suivent. C'est quoi le souvenir que tu en as? Vraiment une expérience de fou, où vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à faire Incroyable Talent, et ça m'a appris à gérer mon stress. C'est vraiment la première fois où j'ai vraiment stressé. Il y avait une vraie tension dans les coulisses, il y avait ma femme qui était avec moi, une vraie pression, un vrai stress, et ça j'ai appris à le gérer grâce à Incroyable Talent. Comment tu as été sélectionné? C'est toi qui as fait la démarche, on est venu te chercher? Ben ouais, en fait, c'est Incroyable Talent, c'est un programmateur de Incroyable Talent qui m'a envoyé un message sur Instagram. Mais tu sais, il avait les comptes gris, sans photo. Ouais. Et il m'a envoyé, voilà, c'est la France à Incroyable Talent, on aimerait beaucoup t'avoir sur l'émission. Moi, j'y ai pas cru, j'ai pas répondu. Et au bout de 2 jours, ma femme, elle m'a dit, mais quand même, réponds, on sait jamais, peut-être que c'est vrai. J'ai répondu et au final, c'était vraiment Incroyable Talent. Et je me suis retrouvé à la télé, je crois, 3 mois après. C'était pas une blague. Ouais. Ta prestation, ton premier direct, tu as parlé de stress tout à l'heure, t'étais vraiment dans tes petits souliers? Ouais, j'étais très, très stressé. Ouais. C'est rare que je dis que je suis stressé. Parce et que là, je te sens plutôt détendu, moi. Ouais, Vie, hein. mais Incroyable Talent, c'est quand même quelque chose. Il y a une fille juste avant moi qui passe, qui se pend sur 20 mètres par ses cheveux, avec une histoire dingue, de la pluie qui tombe. Et derrière, on fait, on va accueillir Merwan Sali, va venir nous faire des blagues. Et moi, je suis tout seul avec mon micro. Ah non, je me suis dit, mais je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour l'émission, en fait. Mais au final, non, pas du tout. Et le jury, il était hyper sympa. Et donc, au début de la prestation, t'as senti un petit peu ému, puis très très vite, ça s'est réchauffé. C'est quoi le moment le plus marquant pour toi de l'émission? Ah, c'est la standing. C'est quand les gens ils se sont levés. Et je me moquais toujours des gens qui pleuraient quand ils faisaient des émissions comme ça, The Voice, Incroyable Talent. Tu disais c'est faux, c'est faux. On y pense tous parfois, on dit surjoue, etc. Mais pas du tout, en fait. Toute la pression, elle se relâche au moment où on voit les gens se lever, où le jury qui n'a pas dit non et qui t'a dit un grand oui, 4 oui. Donc à ce moment-là, j'ai senti quand même l'émotion monter. Et après, je me suis dit non, j'ai pas le droit de pleurer à la télé. C'est fou, tu te verrouilles comme ça? Ouais, je me suis verrouillé, je dis non, je peux pas verser une larme là, c'est pas possible. Ça dit quelque chose de ta personnalité, ça. Tu es du genre à tout garder pour toi? Ouais, je garde beaucoup. Ouais. En tout cas, ces émotions-là. Le rire, je le garde pas. La blague, je la garde pas. Mais c'est vrai que le pleur, me plaindre, je le fais rarement, quoi. Même si là, je vois que tu as les yeux qui brillent quand même quand tu y repenses. Ça, c'est parce que tu es magnifique. Oui, c'est ça, j'éblouis, c'est normal. Pourquoi, à ton avis, le public a adhéré à ce point-là? C'est parce que tu racontes sur scène quelque chose qui est ton histoire personnelle. C'est ça, pour moi, le stand-up, c'est ça, c'est l'authenticité. Et je pense que j'ai apporté ça aussi à Incroyable Talent, c'est être authentique, raconter mon histoire. Une histoire c'est pas forcément drôle. Hein. Ouais. Et donc, du coup, de transformer en drôle et faire rigoler les gens, alors qu'il y a des gens qui l'ont peut-être vécu, des gens qui sont en train de le vivre, et les faire rire avec ça, ben pour moi, c'est ça la force de ce sketch. Et c'est pour ça que j'en parle sur scène et j'en parle dans mon spectacle à chaque fois. C'est parce que je sais que ça peut servir.
L'humour t'a aidé pour cette maladie. Alors, on va en parler tout de suite. C'est à 17 ans qu'on va te diagnostiquer une leucémie très particulière, très agressive. C'est quoi exactement ce dont tu souffrais? J'ai eu, ce que le docteur il a dit, j'ai une leucémie aiguë lymphoblastique. C'est le docteur qui me l'a annoncé comme ça. Et donc, du coup, ben, pour la petite anecdote, moi, quand on m'a annoncé ça, je m'en souviens, ma mère, elle est rentrée dans la chambre, elle pleurait. Moi, tout de suite, quand on me l'a dit, ben, j'ai pleuré, je ne me suis pas arrêté de pleurer. Et après, au bout de 10 minutes, quand même, j'ai eu un éclair de génie, je l'ai regardé, je dis, mais c'est quoi une leucémie, en fait? Donc, je pleurais sans savoir ce que c'était, j'ai juste compris que c'était grave, en fait. Ouais, en voyant ta mère par mimétisme, Voilà, tu t'es exactement. dit, là c'est pas simple ce que j'ai. Exactement. On va y revenir, parce que ça, c'est un moment forcément marquant de ta vie. Il y a eu d'autres épreuves derrière. Oui. On va voir que l'humour t'a beaucoup aidé à te sortir à chaque fois de ces mauvais pas que la vie t'a tendu. Tu es aujourd'hui quelqu'un de bien dans ses baskets, de complètement épanoui. Et maintenant, on va faire un retour en arrière pour essayer de comprendre ce qui t'amène à être celui que tu es aujourd'hui, ton enfance. Tu étais quel genre d'enfant, toi? Moi, j'étais l'enfant nul à l'école. Parce que c'est important à l'école quand on est enfant, et j'étais celui qui était nul. En fait, je suis l'enfant du milieu, celui entre la Benjamine et l'aîné. Donc du coup, moi, mon frère, il était très fort à l'école. Ouais. Ma petite sœur aussi, forte à l'école. Et moi, j'étais le seul, pas doué à l'école. Et donc, en plus, il y avait des comparaisons? Exactement, on me comparait tout le temps à mon grand frère. Ouais. Et je sais pas si c'est par rébellion, où je me suis dit, ben non, moi, je vais pas être bon à l'école. À mon avis, non, parce que j'essayais. Alors, on va quand même dire que tu avais un problème qui, il y a quelques années, tu es très jeune, Ouais. tu as 29 ans, mais il y a 10-15 ans, on passait encore un peu à côté, c'est la dyslexie. Ouais. Et dyslexie, à l'époque, ça voulait dire mauvais élève ou bête. Ouais, c'est c'est ce que tu ça. me disais. Après, moi, je dis que je suis dyslexique, j'en suis sûr. On en a vu avec ma femme, on a dit c'est pas possible, à mon avis, tu es dyslexique parce que j'ai vraiment du mal sur des choses. Mais j'ai jamais été diagnostiqué dyslexique. Mais à l'époque, ça venait même pas, ça rentrait pas en compte, quoi. On disait non, ah bah, il est bête, il comprend rien, c'est tout. Bah, travaille un peu, oh, c'est pas possible, oh. Travaille. J'essaye. Et des fois, pour l'anecdote, je passais jusqu'à 1h du matin, mon père qui me faisait les maths, Ouais. et il me disait attends, bah, je le fais à ta place, tu regardes et tu refais derrière. Et il me faisait donc tac, tac, tac. Et moi, je regardais, je dis ok, allez à toi. Et je faisais faux. Et là, il pétait les plombs. Et jusqu'à 1h du matin, et après, il abandonnait. Il disait c'est pas possible. Bon, alors je te rassure, j'étais nul en maths moi aussi, et dans la famille, il y a des matheux, et quand tu comprends pas en face d'un matheux, ils ne peuvent pas comprendre que tu ne comprends pas. C'est imparable. Tu me racontes l'anecdote, parce que pour que tu sois embêté le moins possible par tes parents, tu as fait comme beaucoup d'élèves peu moyens, tu cachais un peu tes bulletins de notes. Tous mes bulletins de notes. Je cachais mes contrôles, mes bulletins, tout ce que je pouvais cacher, je le cachais. Et je les cachais dans le parpaing, dans le jardin. Et un jour, ma mère, elle arrose le jardin, elle soulève le parpaing et elle trouve tout. Elle trouve tout. Et moi, j'étais en train de jouer à la play, je m'en souviens, en haut dans ma chambre. Et là, je l'entends crier « Merwan, je vais te tuer !» Je dis « Oh, purée, elle a tout trouvé, je suis mort. » Et là, moi, je sais pas pourquoi je fais ça, honnêtement. Je commence à monter sur le toit. Et ma mère, que je la vois, elle est à la fenêtre, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je monte sur le toit, je me mets au bord du toit comme ça et je crie « Maman, si t'avances, je me suicide, maman, je vais me suicider !» Et là, mère des années 90, elle m'a dit « Saute si tu es un homme, vas-y saute !» Ouais, donc il y avait une grosse part de psychologie là. C'est ça, là c'était l'éducation. Un peu élevé là. Elle a dû... Non, Montessori. Ah oui, complètement. Alors on écoutait l'enfant là. C'était compliqué du coup de rendre fiers tes parents. Quand tu avais 14-15 ans, tu me dis j'ai tout fait pour les rendre fiers de moi. Ouais. Ça se fait inconsciemment. Je pense que quand on est jeune, on veut rendre fiers ses parents et c'est la base. Même quand on vieillit, en réalité, on veut que ses parents soient fiers. Et moi, je n'arrivais pas avec l'école parce que j'avais des mauvaises notes. Et en plus des mauvaises notes, j'avais un mauvais comportement parce que je bavardais beaucoup, je faisais que rire. Mes bulletins marquaient Merwan dissipe la classe dans toutes les matières. Donc tu étais l'élève préféré des élèves, mais pas forcément des profs. Non, les profs, ils me kiffaient. Profs, ils m'aimaient trop. Mais vraiment, à chaque fois, ils me disaient Merwan, on t'aime, vraiment. Mais pourquoi t'es nul, quoi? Genre, c'est dommage parce qu'en vrai, on t'aime, t'es quelqu'un, t'es joyeux, t'es heureux, t'es drôle, mais
t'es un mauvais élève, quoi. Voilà, mais tu étais déjà comme tu es aujourd'hui, c'est-à-dire Exactement. le garçon souriant que tu es. Alors pour rendre fiers tes parents, et notamment ton papa, tu décides de te mettre au football. Ouais. Sauf qu'il y a un souci, tu m'as dit, et j'arrive pas à le croire quand je te vois, il a fallu que tu perdes énormément de poids. Tu étais le petit gros à l'époque de la Exactement, classe, ouais. toi? J'étais le petit gros, en réalité. Il y a toujours le petit gros à l'école. Eh ben, moi, j'étais, et j'avais des moqueries aussi, hein, mais bon, je me moquais aussi, donc c'était pas grave. Je me faisais pas forcément harceler. Mais ouais, j'étais le petit gros, et donc du coup, comme pour aller jouer au foot, c'est compliqué, quoi. Quand t'es gros, tu joues pas dans un bon niveau, quoi. Ouais. Et je me souviens d'un moment où je regarde un match de foot avec mon père, et c'est des gens qui ont juste 2 ans de plus que moi, et ils jouaient contre l'AS Monaco. Et je dis, papa, mais moi je veux faire ça aussi, je veux jouer contre des gros clubs, moi aussi je veux devenir, on dirait, des petits pros et tout. Et il me dit, ben, et mon père, il avait une phrase qu'il me disait tout le temps, c'était travail et sérieux. Et je l'ai écouté, travail et sérieux. Et le coach, il est venu me voir et il m'a dit, non, mais en fait, t'es trop gros, tu peux pas. Il m'a clairement dit comme Ah ça, ouais, il m'a dit, t'es trop brut de gros, tu peux décoffre. pas, ouais, tu peux pas, c'est pas possible. Et de là, je me suis pris en main, j'ai perdu 15 kilos. 15 kilos, Ouais. à quel âge? 14 ans? Ouais, j'avais 14 ans à peu près, c'est ça, ouais. J'ai perdu 15 kilos, j'ai m'entraîné tous les jours, tout seul, sous la pluie et tout, en mode Rocky, quoi. Et derrière, ben, j'ai pu accéder au meilleur niveau, quoi. Ouais. Alors, bon, comme on a un humoriste, moi j'en profite. Au moment où tu as perdu 15 kilos, il y a un truc qu'il faut que tu nous racontes, c'est le régime salade. Ah oui. Ça consistait en quoi? Avec mon frère, on appelle ça le régime salade. C'est salade midi, salade soir, et on mange pas le matin. Donc je les ai perdus vite, mais après je me suis fait 3 entorses. Mais Ah oui, d'accord. Donc, plus d'énergie dans le corps, quoi. 0 calories, 0 énergie. C'est ça. Tu vas devenir un acharné du foot. Comme dit ton père, travail, et ça paye. Et ça va finir par payer. À quel point ça va payer? À quel point ben, j'ai pu jouer dans les meilleurs niveaux qui existent à mon âge, en 15 ans, en 17 ans, en 19 ans. Je jouais dans les meilleurs niveaux, quoi. Je jouais et on partait dans les niveaux régionaux, etc. Et donc, et en vrai, j'étais vraiment pas prédestiné à ça, étant donné que ben, j'étais lent, j'étais grand, j'étais pas technique, mais juste être sérieux. Moi, en plus, je jouais milieu de terrain. Donc vraiment, moi, j'avais la vision du jeu, j'étais intelligent. C'est fou, hein. Ouais. J'étais nul à l'école, mais très intelligent au foot. Stratégique. Stratégique, exactement. Et j'avais cette intelligence de jeu au foot que j'avais pas du tout forcément à l'école, quoi. Forcément, ça te valorisait. Ça a rendu fier papa, ça? Bah ouais, on jouait contre des gros clubs, l'OM, Monaco, l'OGC Nice. Donc en vérité, oui, il me l'a jamais dit, mais je pense qu'il était fier de ça quand même. Milieu de terrain, c'est un poste particulier. Ça dit aussi quelque chose de la personnalité. C'est celui qui vraiment a un gros esprit d'équipe. Oui, c'est celui qui joue pour l'équipe. Il joue alors que l'attaquant, il veut marquer des buts. C'est souvent un comportement un peu plus individuel. Mais le milieu de terrain, lui, il joue pour l'équipe et il sert à l'équipe. Et moi, c'est ce que le coach il me disait. Il me disait que toi, en vérité, t'es mon guerrier. Ouais. C'est toi que j'envoie au charbon. Donc, et moi, j'avais ce rôle-là, quoi. Ouais. Ouais. Le guerrier, l'homme fort de l'équipe. Alors, tu arrives à tes 17 ans. Et là, tu commences à voir le foot en grand, parce que c'est carrément un club étranger qui va te détecter. Comment ça se passe Ouais, en gros, il y avait une académie qui faisait des détections et tout ça, et moi je me suis inscrit, et ils prenaient des joueurs de la région, de toute la France, et je me souviens plus l'académie comment elle s'appelait, et donc du coup moi j'ai fait les tests, on a fait des matchs contre d'autres équipes où il y avait tous les autres joueurs, etc. Et au final, j'ai été pris dans cette académie pour aller vivre en Écosse et faire un sport-études où j'apprenais l'anglais et aussi tous les après-midi, je faisais des entraînements de foot et le week-end, on allait jouer des matchs de foot en Écosse. Ouais. Donc moi, je réalise mon rêve à ce moment-là parce que moi, je veux faire du foot ma vie, quoi, Ouais, mon c'est métier, ça. mon travail. Donc c'est à Édimbourg. Hein, ouais, à Édimbourg, exactement, c'est ça. En Écosse, tu es recruté, tu dois rentrer en septembre dans ce sport-études foot pour devenir un jour footballeur professionnel. Sauf que l'été passe par là et un jour tu vas t'entraîner, tu vas faire un footing. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? L'été passe par là, comme tu dis. Moi, j'étais fatigué déjà et je disais souvent à ma mère, maman, je suis fatigué.
Et à un moment, je me dis, bon, je vais faire un footing parce que j'ai un match bientôt à Clairefontaine contre une autre académie pour se préparer à monter en Écosse. Ouais. Et je me dis, bon, je vais faire un footing, je vais reprendre les entraînements. Et là, je cours 30 mètres, 50 mètres tout au plus. Et je suis essoufflé, comme si j'avais fait 10 km. Donc là, je rentre chez moi et je dis, maman, je suis essoufflé, j'ai fait 50 mètres, je ne comprends pas. Et là, elle me dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, on va aller faire une prise de sang. Parce que j'imagine que tu étais un gamin qui pétait le feu. Oui, Ouais. j'avais un bon cardio, quoi. Je faisais du foot, j'étais sportif, donc j'avais pas de problème avec ça. Mais là, c'était pas normal. Et même en vrai, pour le commun des mortels, courir 20 mètres et être autant essoufflé que moi à ce moment-là, T'as eu c'était l'impression pas d'avoir possible. 80 ans d'un coup. Ouais, exactement, c'est ça. Donc là, je rentre chez moi et je lui dis, on est parti faire une prise de sang. Et donc, du coup, après la prise de sang, le laboratoire il ouvre le labo que pour ma mère, quand ils ont les analyses. Parce qu'ils se disent, là, il faut... C'était fermé, en fait, Voilà, c'était un samedi ou un dimanche, ouais, voilà. Ouais. Donc c'était fermé, et donc ils ouvrent le laboratoire que pour ma mère, et ils la convoquent là-bas, et la dame du secrétariat lui dit, Madame, les analyses, elles sont vraiment pas bonnes. Je pense qu'il y a quelque chose de grave, allez à la Timone en urgence. Et donc du coup là, ma mère, elle me prend, moi, elle vient me chercher à la maison, et on va à la Timone. Ouais. Ta mère, elle commence à t'ambiancer, entre guillemets, ou elle te dit rien là à ce Elle me moment-là? dit rien du tout, mais je vois qu'il y a quelque chose, quoi, mais j'ai pas le souvenir de comprendre que c'était grave. Et donc du coup, même quand j'arrive aux urgences, on me fait encore les analyses, j'attends, assis, enfin, il n'y a pas un truc, voilà, c'est pas comme si je m'étais coupé le bras, quoi. On fait les analyses, on vérifie. Je m'en souviens, en plus, la meuf qui voulait me faire une prise de sang, elle s'est ratée 5 fois sur ma prise de sang. Tu t'en souviendras. J'avais une étudiante, je crois, elle stressait, elle était là, elle se trompait à chaque fois. Et donc du coup... Déjà ça te fait rire. Ça commence déjà, comme ça. ça commence Déjà, comme ça à il y a un l'hôpital. gag d'entrée de jeu. Non mais pour te dire, le gag que je racontais, c'était mes premières blagues sur scène. Oui. Je le raconte plus maintenant, mais moi j'ai beaucoup de pudeur. Donc quand j'arrive aux urgences, il y a un homme et une femme, et elle va pour m'ausculter, quoi. Ouais. Et elle me dit, déshabille-toi. Donc moi, je me déshabille en mode médecin généraliste, caleçon, chaussettes. Elle me dit, non, 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 entièrement. Oh là. C'est la première fois. Et c'est une femme, et j'ai beaucoup de pudeur, et je suis jeune à Et ce t'as moment-là, 17 et on a ans. un problème avec ça et tout ça. Et je lui dis, non, 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 mais en fait, non, pas du tout. Moi, je fais pas ça. Elle me fait, non, mais en fait, t'es aux urgences, donc tu fais ce que je te dis. Elle me dit, non, je lui dis, non, moi, je fais pas ça. Elle me dit, bon, ok, je comprends. Elle me dit, donc, du coup, tu préfères que ça soit moi, ou alors mon collègue qui est ici, un homme. Pas mieux. Ah, je dis, ouais. Je dis, là, vous me posez une colle, vraiment, là, c'est... Deuxième gag. Ouais, c'est ça. Donc, je dis, bon, ben... Vous, c'est bon, c'est... Alors, donc analyse. Alors peut-être que là, tu es encore un peu dans l'inconscience. Ouais. Comment est-ce que tu apprends que tu as une maladie grave, voire très très grave? Ben, déjà, j'arrive au 5e étage de la Timone. 5e étage, c'est les enfants malades. Déjà, quand on m'inscrit à la Timone, il y a une dame qui dit à ma mère, moi je ne suis pas au courant, mais votre enfant, il a 17 ans, il a bientôt 18 ans, il peut aller ou chez les adultes ou chez les enfants. Mais moi, je vous conseille de le mettre chez les enfants, je vous fais cette faveur, mettez-le chez les enfants. Et donc, du coup, ma mère, elle dit, bon, ben, alors on le met chez les enfants, parce que chez les enfants, ben, c'est mieux, on est beaucoup mieux lotis, quoi. Les les infirmières, elles sont gentilles, plus d'attention, Ouais. etc., que chez les adultes. Donc, du coup, ben, déjà, si cette infirmière, elle voit, je la remercie. Et donc, du coup, moi, j'arrive au 5e étage. Donc, le 5e étage, c'est là où tous les enfants, où il y a les petits... moi, j'appelle ça, je dis, quand j'ai vu tous les petits chauves courir, je me suis dit, ah, il y a un problème. Ouais, c'était premier indice pour toi, finalement. Ouais, un peu, ouais. Et donc, du coup, le docteur, elle convoque ma mère à l'extérieur de ma chambre. Elle lui dit, votre enfant, il a une leucémie, il a un cancer du sang. Et donc, là, ils rentrent les deux. Et le docteur, elle s'assoit au bord de mon lit. Elle commence à me caresser la jambe tout doucement. Et là, là, j'ai compris un truc. Et ça va me servir pendant tout le long de l'hôpital. C'est que quand un médecin, il s'assoit au bord de ton lit et il te caresse la jambe, c'est que ça sent pas bon pour toi. C'est pas bon. Ouais, ça sent pas bon. Donc là tu le reçois comment? Tu reçois comment cette info? Toi qui ne craques jamais, toi qui ne montres rien de tes émotions. Ben là, quand elle me dit, voilà, Meron, tu as une leucémie,
aiguë lymphoblastique, ben là, je me mets à pleurer. Parce que déjà, je vois ma mère aussi qui pleure et je pleure. Et après, je la regarde et je comprends et je lui dis, mais en fait, c'est quoi une leucémie? Ouais. Je savais même pas ce que c'était une leucémie. Je pleurais, mais juste parce que je me suis dit que c'était grave. Et là, dans mes souvenirs, c'est là où j'ai eu le premier sourire. Où même le docteur, elle a souri et elle a dit... genre, Un peu naïf. un peu naïf, exactement. Et donc, Ouais. et voilà, c'est là où tout a commencé, quoi, Ouais. quelque part, en vérité. La famille t'a entouré. C'est quoi le quotidien pour toi à l'hôpital? Tu me dis que ça a presque même resserré certains liens dans ta Oui, famille. moi c'est là où je dis, c'est là où mon frère, mon grand frère, il m'a parlé pour la première fois en tant qu'être humain, quoi. C'est avant, j'étais juste son petit frère. Parce qu'il y a beaucoup Euh, d'écart d'âge entre vous. mais pas forcément, on a 5 ans d'écart avec Ouais, moi. c'est pas Mais mal. c'est quand même beaucoup quand on a 17 ans, quand Bien moi sûr. j'ai 17 ans et que lui, ben, il a 24 ans. Ouais. Attends, à la 22. 22, ouais, voilà. Ouais. Ouais, Désolé, les ouais, mathématiques, je l'ai suis dit. pas Hein. très bon en maths non plus, mais je pense que ça fait 22. 6 x 6, 36, c'est tout ce que je connais. Euh, C'est bien déjà. je connais toute la table de 7. Alors voilà, Ouais. tu fais ce que tu veux avec cette info. Très bien. Je ne vais pas l'utiliser là tout de suite, mais on peut la garder pour Ok, ensuite. ça va. Ouais, ton frère, il Ouais. s'est rapproché de toi à Ouais, ce là, on s'est moment-là. rapprochés. Et mon frère, je m'en souviens, il avait un très gros stage dans une très grosse entreprise à Paris, lui, pour ses études et tout ça. Et il a quitté tout ça. Il a tout quitté pour venir et rester avec moi à l'hôpital. Sérieusement? Ouais, il a tout quitté pour venir avec moi. Donc, il a quitté son stage plus tôt. Il a quitté la boîte, alors que c'était vraiment une très grosse boîte dans laquelle il aurait pu évoluer. Et tout le Wow. monde aurait aimé trouver son stage là-bas. Et lui, il a tout quitté. Il est venu avec moi et il dormait dans la chambre à chaque fois avec moi. Et alors que c'était dur parce que lui devait garder les masques Ouais. pour dormir, il faisait chaud. Il y avait du bruit, il y avait sans du, doute. il y avait du bruit, lui aussi il se faisait réveiller par les infirmières. Donc en réalité, ouais, ça, je l'oublierai jamais. Et donc du coup, ouais, mon frère, et après on en a rigolé aussi, c'était ça. C'est que mon frère, c'était un peu mon moyen de décompresser aussi. Première fois que je suis devenu chauve, mon frère, il m'appelait l'elfe de maison, il m'appelait exactement, Dobby. Parce que j'avais des grandes oreilles, j'étais tout chauve, exactement. Et il m'appelait Dobby, l'elfe de maison. Et on rigolait comme ça, où je m'en souviens, je lui disais... Je dis non, mais tu sais, parce qu'il y a une docteure qui m'avait dit, tu sais, Merwan, t'es pas obligé de perdre tes cheveux à cause des chimios. Et moi, je m'étais mis ça en tête, j'ai dit, je vais pas perdre mes cheveux, je vais c'est les garder. impossible. Et tous les matins, je me réveillais, j'avais des cheveux sur l'oreiller. Et il me fait, ah, Merwan, quand même, là. Et je lui dis, non, c'est juste que mes cheveux, ils sont fins. Il me dit, là, c'est plus fin. Là, tu vas. Et après, un jour, on a pris une tondeuse et on a rasé mes cheveux avec mon frère. Voilà. Ouais, et du coup, ça t'a permis de vivre le deuil de tes cheveux, par exemple. Aujourd'hui, je le vis facilement. beaucoup mieux aussi, la Ouais. calvitie, vu qu'avant, j'avais plus Mais rien. quand même, quand il n'y a pas ton frère à côté, que tu te regardes dans un miroir à l'époque, Non, j'ai jamais eu de problème avec ça, Non. vraiment, ouais. J'ai jamais eu de problème. Je pense que nous, les garçons aussi, c'est beaucoup plus facile. Je voyais les petites filles, c'était plus difficile. Elles Ouais. portaient des perruques ou elles portaient des bandeaux. Puis toi, ça pouvait faire Zidane. Ouais, ça pouvait voilà, faire- moi ouais. j'étais fan de Zidane, donc Zidane, si tu nous entends, sache que je t'oublierai jamais. Euh, Zidane qui fait beaucoup pour les associations. ouais, son notamment association d'enfants. est là d'ailleurs. Ouais. Donc, non, mais et l'hôpital, ouais, c'était pas qu'un moment triste, c'était vraiment un moment où on a rigolé avec ma famille. Moi, je tombais malade pendant le ramadan. Ouais. Moi, je suis musulman, donc on faisait le ramadan. Enfin, moi, je le faisais pas étant donné que j'étais malade. Mais ma famille, moi, je mangeais que le manger de l'hôpital. J'avais pas le droit de manger autre chose, manger de l'extérieur. Mes parents, ils n'avaient pas le droit de me ramener à manger et tout ça. Et moi, je m'en souviens, ils venaient avec les briques, la shorba. Mais toi, tu n'avais pas droit. Moi, j'avais pas le Mais droit. c'est dégueulasse. Mais oui, eux, ils mangeaient, ils étaient là, ils mangeaient tout comme ça devant moi, avec les odeurs et tout. Ça aussi, il paraît que tu avais l'odorat modifié. Ah oui, ouais. Il y avait des choses qui t'écœuraient, parce Ouais. qu'avec les traitements lourds que tu avais, c'était compliqué, Oui, ça oui. aussi. Ah oui, moi, je pouvais plus sentir le poisson blanc, quoi. Même jusqu'à aujourd'hui, quand je sens le poisson blanc, j'ai ce traumatisme. Et dès qu'on ouvrait les plateaux repas, je faisais ce que j'avais à faire dans les toilettes, quoi. Je vomissais, quoi. Ouais. C'était terrible, les odeurs, ouais. Ouais. Des fois, je m'énervais contre mon père parce que lui, il avait faim. Il était 22h30, il restait avec moi et il n'avait pas mangé. Et du coup, il voulait manger mon manger à moi. Et dès qu'il ouvrait, je lui criais dessus, je dis non, je t'ai dit quoi? Et moi j'allais vomir ce que j'avais pas en plus, je vomissais un truc que j'avais pas, quoi. Donc c'était dur un peu ce truc, mais c'était hyper drôle. Des choses que tu racontes aussi dans ton spectacle, mauvaise nouvelle au pluriel, c'est par exemple le bac que tu vas passer à l'hôpital, Ouais. le bac français. Mm. C'est quoi le bon souvenir qui est rattaché à ça? Parce que tu arrives à te créer que des bons souvenirs. Tu me dis de l'hôpital et j'ai pratiquement que des bons souvenirs. Ouais. C'est vrai ça? J'ai plus aucun mauvais souvenir. Et vraiment, j'essaye de me souvenir un peu des mauvais
J'en ai pas. J'en ai pas. Je comprends que j'ai des moments très difficiles quand j'étais en chambre stérilisée et tout ça, mais Parce que là, tu es coupé du monde en plus. oui, en chambre stérilisée, cette chambre, elle fait 9 mètres carrés. Même là, quand on a l'impression qu'on est en tôle, eh ben, en vrai, Merci. non, le lit il est super confortable, regarde. Ah, Non, tu vois, regarde, non, déjà c'est un magnifique. compliment sur le lit au moins. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Non, merci à France 3. Mais non, ouais, c'était 9 mètres carrés. Je suis resté 90 jours dans cette chambre. C'était le moment le plus difficile à l'hôpital pour moi. Et au final, même là, j'arrive à trouver des bons souvenirs. Et j'ai passé mon bac de français à l'hôpital. Moi, là-bas, je dis à ma mère, en vrai, c'est bon, on s'en fout. Ouais, je peux pas passer mon bac. Je l'ai pas, c'est pas ça le plus important, quoi. Elle m'a dit, tu vas le passer, tu te tais maintenant. Voilà. Ok. Sois content d'aller le passer, prends un feutre et tu dessines des sourcils. Voilà. Voilà, parce que tu trouvais tous les prétextes pour pas y aller. Exactement. Et là, il va se passer un truc très sympa avec une prof qui a beaucoup d'empathie pour toi. L'examinatrice, moi, en plus à ce moment-là, j'étais sous chimio. Donc, elle me voit comme ça. Elle me dit, écoute, Merwan, moi, si tu es fatigué, je fais l'examen à ta place, quoi. C'est-à-dire que tu es dans une salle particulière à l'hôpital. Ouais, avec l'examinatrice. Je suis dans ma chambre, dans mon lit d'hôpital, quoi, dans ma chambre de malade. Et l'examinatrice vient directement à ton chevet. Vient avec la charlotte, le masque, la blouse, avec tout ça, avec des gants même, pour pas que j'ai des microbes et que les microbes y rentrent, quoi. Et elle me dit, écoute, je comprends et tout. Elle m'a dit, si tu veux, je le fais à ta place. Je lui dis, bah, écoute... si t'es fatigué, exactement, elle me dit, si tu es fatigué, je le fais à ta place. Je lui dis, je suis épuisé. Alors là, je n'arrive plus à tenir debout. Tu as surjoué. J'ai surjoué la fatigue, j'ai plus un poil sur le caillou, là, vraiment, fais tout à ma place. Elle a eu plein de compassion. Ouais. Non, sérieux, elle a fait le devoir pour toi. Elle a fait le devoir à ma place, complètement. Parce que ça, tu le racontes dans le spectacle, et on se dit, c'est un sketch, il en a rajouté. Non, c'est vrai. Et alors, tu as une super note, du coup. Non. Et c'est ça le truc, c'est pour ça que c'est marrant, c'est que derrière elle a fait tout à ma place et que moi j'ai eu 6 sur 20. Et au bac français. Au bac de français, je voulais vraiment la tuer, hein, clairement. Ah oui, clairement, t'aurais fait mieux, t'aurais sans doute fait mieux. Mais c'est sûr même sous chimio j'étais meilleur qu'elle. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu as ses coordonnées, tu l'as retrouvée pour la remercier? Non, j'ai jamais retrouvé cette femme, j'ai jamais retrouvé. Même après Incroyable Talent, elle s'est pas manifestée. À mon avis, c'était pas une prof. Ouais. Ça t'arrive jamais aujourd'hui en y pensant ou même à l'époque d'avoir de gros coups de blues? Parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de te faire dire que tu as eu au moins quelques fois des moments de passage à vide et j'ai l'impression que non. Non. J'ai eu des passages à vide à l'UPIX. À l'UPIX où c'est quoi l'UPIX? C'est la chambre stérilisée. Oui. C'est là où j'ai fait la greffe, si on en parle après. Ouais. Et donc c'est cette chambre qui faisait 9 mètres carrés où je suis resté 90 jours et tout ça. Et là, oui, c'était difficile. Mais c'était même pas difficile parce que j'étais fatigué, c'était difficile parce que j'allais bien. C'est que, en fait, pendant 2 semaines, tu vas pas bien parce que tu fais de la radiothérapie et tout ça, donc tu es épuisé, donc tu fais que dormir. Ouais. Mais après, quand tu te sens bien, ben toi, tu as juste envie de sortir, tu n'arrives plus à rester dans 9 mètres carrés, c'est trop dur. Et c'est en fait le plus difficile, c'est d'aller bien là-bas. Et c'est ça qui est fou. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, mais laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Mais ils peuvent pas, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qui t'empêchait de voir la vie en noir? C'était ta famille qui t'entourait, ça on l'a bien compris. Il y avait d'autres choses qui te permettaient de t'évader, de te faire marrer tout seul Ouais, moi, de toute façon, j'ai toujours rigolé. Moi, ça a toujours été ma philosophie de vie, toujours rire. Peu importe ce qui t'arrive, dans la difficulté. Et on a eu cette éducation-là un peu. Donc déjà par l'autodérision. Moi, j'ai eu de l'autodérision très jeune, où j'avais des grandes oreilles, où dans ma famille, on se moquait de moi. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais un oncle, il me disait, j'avais 7 ans, j'étais petit, hein, il me disait, mets-toi devant la télé, au moins je capte mieux le câble. Et donc moi, j'allais devant la télé, parce que mes oreilles ressemblaient à des paraboles. Et donc du coup, moi, j'ai grandi comme ça. Donc du coup, les choses un peu compliquées, toutes ces choses-là, je les ai toujours pris à la rigolade. Et ça m'a aidé. Et c'est pour ça qu'en réalité, je remercie d'avoir de l'autodérision aujourd'hui toute ma famille, parce que ça m'a aidé même dans ces moments difficiles où, en fait, il faut savoir prendre du recul sur ce qui nous arrive. Et de toute façon, moi, je dis souvent, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ça va me servir à quoi de pleurer? Comme je dis, parce que je fais souvent des conférences sur la résilience, je dis, en fait, arriver devant ce truc-là,
on a deux choix, soit rire, soit pleurer. Ouais. J'ai choisi de rire. Mais oui. Parce qu'en fait, rire, ça permet d'être soulagé, de prendre du recul sur sa vie, de dédramatiser des choses qui sont difficiles. Et c'est ça, moi, pour moi, ça sert à ça, le rire. Ouais. Une vraie leçon de vie. Vraie leçon de vie. Alors, on va passer maintenant aux choses plus claires, plus lumineuses, même qu'elles étaient déjà bien lumineuses avec toi, hein, même quand c'est sombre, on comprend que tu fais la lumière. C'est ce qui va te sauver la vie. Et c'est ta petite sœur qui va te sauver la vie. C'est ma petite sœur qui m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, elle se la pète avec ça, d'ailleurs. Oui, c'est une super héroïne. Hein. C'est comme ça que tu l'as décrit dans le... Exactement, ouais. Une super héroïne, quand même, qui n'hésite pas à te dire reste tranquille, ou sinon je récupère ta moelle. Voilà, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle m'a donné sa moelle osseuse. Parce qu'en gros, moi, j'avais un problème de moelle osseuse, hein, c'est un cancer du sang. Donc moi, vu que les chimios, elles ne marchaient pas trop, on a décidé de faire, l'hôpital a décidé, les docteurs ont décidé de faire une greffe de moelle osseuse. Donc il n'y a pas beaucoup de chances pour que tes frères et sœurs soient compatibles, une chance sur 4 dans mes souvenirs. Mon frère n'était pas compatible et ma petite sœur était compatible. Donc, elle a quel âge à cette époque-là? À cet âge-là, elle a 8-10 ans. 8-10 ans à cet âge-là. Donc elle ne comprend pas bien ce qui se passe? Elle ne comprend pas trop, non, pas du tout même. Elle ne comprend pas du tout. Et elle a une réaction qui est devenue un sketch d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais même déjà avant ça, quand j'ai su que j'étais malade, elle est partie en vacances à Saint-Tropez avec mes cousines. Donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, je lui fais un peu la misère là-dessus. Je dis, ah toi, ton frère, il a un cancer, tu pars à Saint-Tropez? C'est tout ce que ça t'inspire. Exactement. Mais donc du coup, elle se posait beaucoup de questions pour le don de moelle et tout ça. Mais pour faire ça, en vérité, il faut réunir un comité qui lui demande si elle est d'accord avec ça, etc. Et moi, je trouve ça complètement fou de demander à une petite de 8 ans de lui demander son avis. Son consentement. Et ma mère aussi trouvait ça complètement fou. Mais du coup, pour la vraie histoire, le comité, il réunit ma mère, mon père, ma petite sœur. Et avant de rentrer dans la salle, ma mère, elle lui dit, par contre, tu dis oui. Si tu ne dis pas oui, je vais te tuer. Aujourd'hui, je perds un enfant. Donc, allez, on n'est pas prêts. C'est vrai que c'est compliqué parce que je parlais il n'y a pas longtemps avec une personne qui s'occupe des dents de moelle et tout ça. Et il y a des enfants qui disent non. Ah oui. Ils disent non, en fait, ça leur fait peur. Donc, ils disent non, j'ai pas envie. Et donc, du coup, ils peuvent rien faire. Et incroyable. Pour avoir la moelle osseuse, il faut partir. Des fois, on va la chercher aux États-Unis. Le plus loin, je crois, possible, c'est l'Australie. Et encore, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut mettre, je crois, il y a 30 heures, je ne sais plus exactement le nombre d'heures. Une fois qu'on a enlevé, prélevé pour la mettre dans le receveur. Il y a urgence à faire la greffe. Exactement. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc, elle a dit... Oui, finalement. Ouais. Elle n'a pas eu le choix. Voilà. Et elle t'a sauvé. Aujourd'hui, vous avez quel genre de rapport avec ta sœur? Aujourd'hui, on est très très proche avec ma sœur. Vraiment, on est très fusionnels. Mais comme je te dis, des fois, elle fait un peu la maline. Elle me dit reste tranquille, sinon je la récupère. Mais sinon, on est très fusionnels avec ma sœur. Ouais, on est très proches aujourd'hui. Ça a été ton médicament. Ouais. L'hôpital, ce sont aussi des associations qui t'ont rendu la vie plus douce. Et tu en as des souvenirs incroyables. Il y a par exemple les Blues Roses, on en entend parler souvent dans l'actualité. Qu'est-ce que c'est les Blues Roses? Les Blues Roses, en gros, c'est des dames, souvent d'un certain âge, désolé, c'est la réalité, d'un certain âge qui viennent qui viennent un peu parler dans nos chambres pour un peu nous sortir du quotidien, ou parler avec nous faire un peu parler, tout ça. Et elle venait souvent quand j'étais à l'UPIX d'ailleurs. Ouais. Et elle venait souvent quand j'étais à l'UPIX. Donc dans cette chambre stérile. Dans cette chambre stérilisée, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, j'avais pas le droit de parler, quoi. C'était que elle qui parlait. Et elle parlait. Mais genre, ça te saoulait ou... Oui, ça me saoulait au bout d'un moment. En fait, elle se plaignait en plus. Elle était là, elle me disait, oui, tu sais, ma fille, elle a arrêté les études très tôt, alors que tu sais à quel point c'est important, les études, Merwan. Je dis, oui, je sais, oui. Mais tu sais ce qui est important aussi, la santé, en fait. Il n'y avait pas trop d'échanges, vraiment? Mais en vrai, elle parlait beaucoup, hein. Moi, j'étais fatigué, je voulais juste dire oui, ça va, merci, allez. Et en fait, je me suis retrouvé dans le... C'était moi la blouse rose, en fait. C'était moi qui... Je dis non, mais c'est rien, ça va bien se passer pour votre fille. Mais c'était marrant. En vrai, alors, je les remercie, hein, c'était... mais j'imagine bien qu'il y a du deuxième degré là derrière. Il y a une autre association qui t'a permis de faire du sport et puis qui t'a permis de faire des choses que tu n'aurais jamais faites si tu n'avais pas eu cette maladie. Là aussi, tu dis, quelque part, cette maladie, elle m'a aidé
à faire des choses incroyables. Oui, ben C'est oui. qui Cette quoi, association, c'est Sourire à la vie. Dont je participe encore à des événements avec eux aujourd'hui. Oui, tu as fait un spectacle avec Grand Corps Malade il n'y a Oui, pas c'est très longtemps ça, pour un Sourire à gala, la parce vie. que Grand Corps Malade, c'est le parrain de cette association d'ailleurs qui est au top et qui fait beaucoup pour cette association. On le remercie. Et avec Sourire à la vie, oui, je suis parti au Canada, j'ai fait du chien de traîneau sous moins 23 degrés. D'ailleurs, ça, c'est un délire, hein. Les enfants, ils sont malades. Ça fait un mois que je sors de l'hôpital. On m'envoie dans une tente sans chauffage à moins 24 degrés. On s'en souvient toute sa vie. On s'en souvient toute sa vie. Et le soir, on entend les loups et les ours qui grognent. Non, c'était dingue. Je les remercie pour ça. J'ai fait le tour de la Corse en catamaran aussi. Donc vraiment, et ça contribue aussi au moral. Et on sait que le moral, c'est 50%, 50% de la guérison. De la maladie, ouais. C'est souvent ce qu'on me dit. On me dit, moi, quand j'étais à l'hôpital, on me disait, tu sais, Merwan, 50% de la maladie, ça se passe dans ta tête. Je dis, venez, on arrête les chimiothérapies, on fait que des blagues. Ouais. Tout va bien se passer comme ça, c'est mieux, je vais garder mes cheveux, je vais être... Mais bon, ça marche pas comme ça, mais je pense qu'une combinaison des deux, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on nous dit ça. Et puis c'est l'occasion aussi de se faire des copains qui n'ont pas toujours la même chance. Par exemple, tu m'as parlé de Issam. Ouais, Issam. Avec qui tu es parti faire du chien de traîneau. Chien de traîneau, j'ai fait le tour de la Corse en catamaran avec lui aussi. On a fait plein d'activités. Et malheureusement, lui, il a pas survécu à cette maladie, quoi. Ça arrive et ça arrive souvent, plus qu'on le croit. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on a envie de dire, malheureusement. Quel souvenir tu gardes de lui? Lui, il vraiment, avait quel âge? Lui, il avait aux alentours de 14-15 ans. Ouais. Et lui, vraiment, c'était un guerrier, c'était un vrai guerrier. Moi, en réalité, ma maladie, c'était très compliqué, c'était difficile, mais tout se passait un peu bien quand même si des fois je rechutais j'avais mes reins qui fonctionnaient pas, ou il y avait des choses un peu comme ça, mais lui vraiment il a souffert, à chaque fois le cancer il bougeait, donc lui vraiment c'était un vrai guerrier, il avait tout le temps le sourire, c'était un combattant. Et ça, c'est ce que je retiens vraiment de lui, c'est ça, quoi. Ouais. Et tu parlais de guerriers, il y a 450 enfants en France qui meurent de cancer pédiatrique chaque année sur le champ de bataille, parce que ces guerriers, parfois ils perdent la bataille. Mais en tout cas, je vais faire juste une parenthèse. Tout à l'heure, tu parlais de moelle osseuse. Aujourd'hui, tu communiques beaucoup là-dessus, parce que certains enfants, certaines personnes refusent par peur peut-être que ça leur fasse mal, que ce soit invasif. C'est quoi la greffe de la moelle osseuse pour quelqu'un qui donne? C'est complètement indolore ou pas? Oui, en vrai, ça fait pas. Il y a quand même comment on appelle ça, une anesthésie générale, mais ça fait pas mal. Au bout de 2 jours, on sent même plus la petite douleur qu'on peut avoir dans le dos, quoi. Donc c'est rien du tout pour sauver une vie. Ouais. Et je pense qu'on est capable de faire cet effort-là. Et en plus, il y a quand même un truc, c'est qu'il faut le faire avant. On peut donner sa moelle avant 35 ans. Après 35 ans, je crois, dans mes souvenirs, on peut plus la donner. Donc c'est important de le faire et de sensibiliser les jeunes à la fac, à l'université, parce que c'est dans cette période-là qu'on peut vraiment donner et aider les gens, quoi. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu fais de la sensibilisation au travers des associations que tu aides et qui t'ont aidé, c'est un prêté pour un rendu en fait? Exactement, c'est exactement ça. Et même avec l'EFS, l'Institut français du sang, où on parle pas mal de dents de moelle, etc. Et même dans mes conférences, parce que quand je fais des conférences où je parle et je dis qu'on peut donner sa moelle, souvent on ne sait même pas qu'on peut donner sa moelle. C'est tellement on n'a pas assez sensibilisé là-dessus. Donc oui, j'en parle autour de moi. Et aujourd'hui, ma femme donne sa moelle, par exemple. Bravo. Au bout d'1 an et demi de séjours réguliers à l'hôpital, on t'annonce ta rémission. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là et comment tu réagis? Honnêtement, j'étais content. Hein. La rémission, on imagine. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire que toi, à aucun moment, par exemple, tu as perdu pourtant des copains, à aucun moment tu me dis que tu as eu l'impression que tu pouvais en mourir, alors que c'était le cas, tu pouvais en mourir de cette maladie. Oui, aujourd'hui, j'en prends conscience. Mais c'est vrai que... Et en réalité, je pense que c'est à cause aussi, grâce à l'hôpital. Parce que et grâce au fait que je sois chez les enfants, c'est pour ça que je remercie cette infirmière qui m'a amené chez les enfants, c'est qu'à aucun moment on nous fait subir cette pression-là, grâce à mes parents aussi qui m'ont jamais... On vous protège de ça. Voilà, on nous a protégés de ça. Et moi, on m'a tellement protégé de ça, je m'en souviens, il y a un infirmier qui vient et qui me dit, bon lui il m'a pas trop protégé, mais il vient, il me dit, tu sais ce mec là-bas, parce qu'on voyait un peu les autres chambres, il me disait, il s'est cassé la jambe en 1000 morceaux. Et moi j'étais là,
préfère avoir ce que j'ai que ce qu'il a lui. Il m'a dit, Non. je suis pas sûr de ça, non vraiment. Ouais, donc rétrospectivement, tu dis finalement que tu as eu de la chance, en tout cas tu as été bien Ouais. soigné, ça c'est sûr. Et puis tout l'entourage, comme on dit, l'humour, ces sorties que tu as faites qui t'ont Ouais. aussi boosté le moral, Mm. tout ça a contribué. Ouais. Est-ce que après ce grand passage à l'hôpital, 1 an et demi quand même, hein, là tu as à peu près 19 ans, tu as qu'une envie en tête, c'est de refaire du foot, ou l'envie t'a passé? Non, j'avais envie de refaire du foot. J'ai repris un peu le foot, mais malheureusement, ça y est, c'était trop tard. Mais déjà, j'avais 19 ans, c'est fini pour en faire son métier, quoi. 19 ans, c'est beaucoup trop tard. Déjà, Trop 17 vieux? ans, c'est tard un peu. 19 ans, c'est trop vieux pour jouer à un bon niveau. Moi, j'ai toujours joué à un bon niveau, donc quand tu reviens, ben, tu joues à un niveau... Déjà, j'étais un senior, j'étais plus un jeune, donc du coup, j'étais chez les adultes. Donc du coup, j'ai dit, bon, c'est bon, laisse tomber le foot et... Et sans regret? Non. Ou avec des regrets? Sans Aujourd'hui, regret. tu te dis non, finalement, Sans c'était regret. pas ma vie. Zéro regret. Ouais, c'était pas mon. Moi, je suis croyant, donc du coup, je me dis c'était pas. Ton karma. Ouais, ton destin. c'était pas écrit, c'était pas mon destin exactement. Ouais. Je pense que tout était écrit et ben, c'était juste pas mon histoire, quoi. Ouais. Alors, à 19 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends ton bâton de pèlerin au lycée, tu continues des études, un BTS? Ouais. Ouais. Un BTS. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu choisis? C'est un BTS par défaut ou tu as vraiment une envie particulière? Non, c'est un BTS un peu par défaut parce qu'en fait, je crois que c'était le nouveau, je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc pour aller au bac, quoi. Et je m'inscris à des BTS. Aucun BTS me prend, ben, déjà parce que ben, j'ai moins de 2 ans ou 1 an et demi De retard, de finalement. retard. Donc, Parce que tu passes le bac français à l'hôpital, et donc il te manque le bac. À 19 ans, tu n'as pas encore le bac? non, Tu l'as passé en fait, aussi moi, je suis tombé malade en juin et je pense que je le passais en juin, le bac, normalement à l'école. Et du coup, au lieu de le passer en juin, je l'ai passé en septembre. Ok. C'est juste ça, et après, j'ai les résultats plus tard. Donc tu as 19 ans, BTS, et tu vas choisir, alors je le dis, hein, BTS en pétrochimie. Et ça, c'était pas une très bonne idée. Pourquoi c'était pas une très bonne idée? Ah ben, d'où son nom, quoi, la pétrochimie. Il n'y a Voilà. rien de... Voilà, quand on a eu un cancer du sang, Ouais, on se dit que c'est évite. peut-être un peu polluant. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je me suis dit, Challenger. Ouais, c'est un Allons-y. peu... non, mais c'est... Ouais, en pétrochimie. Décidément beaucoup d'humour, ce Mérois. Ben oui, c'est ça, ouais, même Jusqu'au bout. jusqu'au bout, c'est ça. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis, mais j'étais complètement taré, quoi. Ouais. Mais, et du coup, j'ai été pris. En fait, c'est le seul BTS qui m'a pris. Ouais. Moi, ancien nul à l'école, je me suis dit, bon, c'est le seul. Et je me souviens, j'étais sur le catamaran en Corse avec sourire à la vie. Ouais. J'appelle mon frère, je dis, Yanis, il y a un BTS, il m'a pris. Est-ce que... Yanis, c'est le prénom de mon frère. Ouais. Je dis, est-ce que j'y vais? Il me dit, bah écoute, tu n'as rien à perdre, hein, vas-y. Et si tu n'aimes pas, tu arrêtes, quoi. Ouais. Du coup, j'ai dit OK, et du coup, j'ai fait 2 ans de BTS, quoi. 2 ans de BTS. Le jour où tu passes l'examen, Ouais. on parlait d'épreuves à répétition chez toi, ben là, il y en a une grosse qui se prépare. Parce que la veille, c'est-à-dire dans la nuit qui précède ton examen au BTS, quelque chose auquel tu t'attends absolument pas. Pas du tout, pas du tout. Ben, je perds ma mère. J'ai ma mère qui décède, comme elle décède à 1h30 du matin, et je pars passer mon BTS à 8h30 du matin. Et j'essaye, j'appelle... Sans aucun préavis, c'est-à-dire qu'elle était en bonne santé, ouais, elle était en bonne décédée santé, de quoi, elle avait ta rien. maman? Une crise cardiaque. Crise cardiaque Donc, dans le lit, donc... complètement subite. Voilà, exactement. Donc ben là, on tombe tous des nues, hein, mon père, moi, mon grand frère qui vivait à Toulouse à l'époque. C'est toi qui la découvres inanimée? c'est mon... Non, ben elle était vivante. Hein. Ouais. Quand je la vois, elle est vivante, quoi. C'est les pompiers qui viennent et qu'après, elle décède, quoi. Ok. Mais dans la nuit qui précède l'examen du BTS, ouais, et tu viens de le dire, tu vas te présenter à l'examen. Et dans quel état d'esprit tu es et pourquoi tu y vas? Parce qu'on se dit, le commun des mortels, il aurait dit, bon, bah, je le repasserai l'année prochaine, c'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais c'est intéressant, mais je ne saurais pas dire exactement. Moi, je sais que ma mère, elle veut que j'ai le BTS. Vraiment, je le sais. Je pense que ça a joué là-dedans, de me dire, tu voulais que je l'ai, je vais le passer. Et il y a aussi le truc de me dire, moi, j'ai été malade. J'ai connu le truc de la mort, quoi. Après, avec le recul, j'ai compris que j'ai failli mourir. Donc, j'ai connu un peu ce truc. Et je me dis, tout passe dans la vie. Ça veut dire, là, ma mère, c'est vrai, elle est décédée, je suis triste, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de rien faire. Mais dans 2 ans, je vais pas l'avoir, le BTS.
Alors pourquoi pas aller le passer? Parce que je sais que ça va passer et qu'au final, je vais regretter de ne pas avoir le BTS. Parce que je l'avais déjà raté une fois le BTS. Et donc, du coup, je ne pouvais pas le repasser. Si j'allais pas, je ne pouvais plus jamais le repasser de ma vie. Et donc, je sais que tout passe. Donc, je me suis dit, vas-y. Et en plus, tu sais qu'elle voulait que tu l'aies. Donc, fonce. Ouais. Et donc, du coup, je suis parti passer le BTS. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pareil, avec un peu de recul, je me dis, c'est vrai que c'était dingue. C'est dingue. Ça paraît, mais on ne te juge pas, en fait. Et surtout pas. Et on dit quel courage. Et en plus, cette maman qui te disait, oui, vas-y, saute quand tu disais je vais me suicider, qui ne lâchait jamais rien aussi, qui t'a appris à ne pas baisser les bras. Exact. C'est ce que tu as fait dans la minute où il a fallu le faire, c'est-à-dire aller passer cet examen, quelques heures après que tu as appris son décès. Il y a eu un moment de relâchement là quand même, où là encore tu as retenu les larmes, ou alors tu as trouvé encore des ressources humoristiques pour prendre ça de façon plus légère? Ah non, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Moi, j'ai 2 anecdotes qui sont fortes. Moi, je me souviens, il y avait mes cousines qui venaient, parce que quand on décède, moi, on a appelé tout le monde, donc du coup, même à 3h du matin, il y avait toute ma famille chez moi. Et donc, il y a mes cousines qui venaient, qui avaient des lunettes de soleil, mais des énormes et tout. Et moi, je la regarde et je rigole. Ah, je rigole, je dis, tu as cru que c'était Céline Dion qui était morte? Allez, c'est bon, arrête de faire n'importe quoi là. Arrête de faire ta star, tu crois qu'il y a des gens qui te prennent en photo là? Allez. Ouais, voilà. Et donc toujours ce moyen vraiment de prendre du recul, le recul nécessaire. Exactement. Alors comment tu vas passer de pétrochimie à stand-up? C'est ça que je voudrais savoir, parce que tu as eu ton BTS, félicitations. Je pense qu'elle n'y est pas pour rien, elle a dû t'aider. Je sais que la religion t'aide aussi beaucoup. Oui. Ça c'est ce que tu me dis, ça t'aide à avancer. Exactement, ça m'aide à avancer. Hein. Si j'ai aussi bien pris le cancer, aussi bien pris le décès de ma mère, c'est que je suis religieux, je suis musulman, et ça m'aide beaucoup dans ma vie, et ça m'aide beaucoup dans ces moments difficiles, parce que on croit en quelque chose après, et aussi on se dit que tout est écrit, ce qu'on disait tout à l'heure, le destin, donc en réalité on n'a pas forcément notre mot à dire là-dessus, et il faut juste avancer, et on a juste notre petite vie jusqu'à 80 ans, et après il y a la suite, quoi. Voilà. Donc ça m'aide énormément, évidemment. Voilà, tu vas la retrouver. Exactement. Tu lui parles de temps en temps? Non, je lui parle pas. Tu peux, hein. Il y en a qui le font, ça marche bien. Alors, quand tu vas avoir ton premier job, ça va durer 10 mois top chrono. Exact. Alors, pourquoi? Déjà, c'était polluant. Il paraît qu'il y avait plein de gaz benzène, et ça, c'est très, très cancérigène. Oui, c'est cancérigène. Le benzène, ça a été prouvé scientifiquement que ça donnait la leucémie. Donc déjà, pour commencer. Ok, très bien. Donc ça, c'est carrément la médecine du travail qui te dit ça, monsieur, c'est pas une bonne idée. Voilà. Premier job que je trouve pour travailler, pour être régleur, c'est-à-dire régleur en pétrochimie, ça veut dire régler les vannes, etc. Ils me disent, non, mais en fait, tu peux pas faire ça, toi, c'est pas possible. Tu as eu un cancer, on va pas t'envoyer dans les cuves. Donc ça, on l'a mis de côté. Voilà. Et du coup, je travaillais en bureau d'études derrière. Voilà, bureau d'études. Passionnant? Ouais, passionnant. Vraiment? Passionnant. Non, en vrai, c'était très bien. C'était bien le bureau d'études. Jamais de ma vie, moi, en tant que mauvais élève. C'est ça, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est que moi, j'étais nul à l'école. C'est vrai. Et derrière, on me dit, tu travailles en bureau d'études. Ça, c'est pour l'ego, c'est génial. Pour l'ego, c'est magnifique. Je travaillais qu'avec des ingénieurs. J'étais le seul à avoir un BTS. Donc pour l'ego, c'était dingue. Mais je n'étais pas fait pour le bureau, quoi. Je n'étais vraiment pas fait. Et un jour, il y a mon patron, mon chef. N+1, comme on dit. Voilà, N+1, comme vous dites dans les bureaux. Absolument. Exactement. Il me convoque, il me dit, Merwan, en fait, j'ai un problème avec toi. Je dis quoi? Il me dit, tu souris trop. C'est un problème, ça. Ça, c'était un problème pour lui. Et une semaine après, j'ai démissionné. Voilà. Alors, tu souriais trop, ou tu semais la zizanie parce que tu faisais marrer tout le monde? Non, je faisais marrer, c'est normal, mais je travaillais, faut pas abuser. Je savais que j'étais au travail, quoi. Mais dans la bonne humeur, et ça n'est que mieux pour une ambiance exactement. de travail. Oui, exactement. Il n'y a pas mieux que la bonne humeur pour fédérer, pour... Évidemment. Alors tu peux lui dire merci, parce que c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on te retrouve sur scène, et qu'on te retrouve aussi dans des entreprises, on va voir ça juste après, pour prêcher la bonne parole justement de l'humour en entreprise, mais ça tu vas nous expliquer ça, c'est assez passionnant. Alors comment on passe de bureau d'études en pétrochimie à stand-up? Comment on passe, c'est vrai, hein, que c'est bizarre. C'est quand même deux mondes très très différents. Ouais. J'ai pris 1 an de cours de théâtre un peu spécialisé dans l'humour, où on apprenait les sketchs d'autres personnes.
Moi, je me souviens, j'apprenais les sketchs de Raymond DeVos. C'était Jésus revient, Jésus, mais c'est un mythe, je m'en souviens plus après. T'as bonne mémoire d'habitude? Non. Que pour mes blagues à Voilà. moi. Donc du coup, on apprenait les sketchs des autres et tout. Et c'est là où j'ai mis un premier pied quoi, dans le théâtre, quelque part. Ouais. Première fois que je monte sur scène, quoi. Et après, je découvre que j'ai un collègue qui fait du stand-up. Et du coup, je commence à en parler un peu dans mon entourage. Je dis pourquoi pas faire du stand-up et tout. Ouais. Et un jour, mon oncle, il est sur le Vieux-Port. Et il y a Moustazou, un autre humoriste. D'ailleurs, c'est mon ami aujourd'hui. Hein, on est très proches encore aujourd'hui. Ouais. Qui fly pour son spectacle. Et mon oncle, il dit j'ai mon neveu qui aimerait bien faire du stand-up. Est-ce qu'il pourrait le faire au Comedy Club du Vieux-Port et tout? Et le mec, il dit bah oui, pas de souci. Moustazou, pardon, il dit pas de souci. Donne-lui mon numéro, il m'appelle, je l'appelle. Il me donne le numéro de la programmatrice. La programmatrice, elle me dit fais-moi une vidéo, donne-moi une vidéo de toi sur scène. Je dis mais moi, je suis jamais monté sur scène pour faire du stand-up, j'ai pas et tout. Elle me dit filme-toi chez toi. Du coup, je mets des peluches un peu comme j'ai derrière moi là. Ouais. Je mets des peluches un peu partout chez moi avec un micro en bois. C'est ton public? C'est mon public, exactement. Et je commence à faire des blagues. Je dis salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était terrible, c'était nul. Oh là là, je sais même pas comment elle a réussi à me faire jouer. Et du coup, elle m'a dit let's go, c'est bon. Elle a vu le potentiel. Ouais, peut-être, Ouais. je sais pas. Et elle me dit tu montes dans une semaine sur scène. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première scène. Alors toi, parmi tes inspirations, comme beaucoup d'humoristes, il y a Gad Elmaleh, Ben oui. que tu connais bien aujourd'hui. Aujourd'hui, T'as fait que je connais. Ouais. ses premières parties. Comment tu l'as rencontré? Et puis après, il faut que tu me racontes l'anecdote quand il rencontre ton papa. Ah oui. J'ai pas fait encore ses premières parties, mais j'ai fait une vidéo avec lui. Je joue un peu avec lui aussi au VIX, dans son nouveau comedy club qu'il a ouvert sur le Vieux-Port. Ouais. C'est un lieu d'ailleurs incroyable. Donc du coup, pour moi, c'était une consécration d'être validé par Gad Elmaleh qui me disent qu'il aime bien ce que je fais, que c'est beau de parler de la maladie, ça l'a marqué lui aussi. Et il a même sorti un truc, il y a eu un article qui est sorti où il parlait un peu de moi et qui disait ça. Donc franchement, moi... Et de ton naturel, parce que c'est ça qui fonctionne. Ouais, exactement. Tu parles franchement. Exactement, et je fais rire avec ce sujet qui est pas drôle. Ouais. Et ça, pour moi, c'est que Gad Elmaleh valide ce truc. Ouais. Ça a été magnifique pour moi. Vraiment, c'est une consécration. Ouais. Je dis ça, j'ai fini le jeu, c'est bon, je peux arrêter le stand-up, moi, plus rien à faire. Et puis toi qui, petit gamin, voulait rendre fier son papa, un jour Gad Elmaleh rencontre ton papa, c'était après un spectacle, j'imagine. Après un comedy club au VIX, je jouais avec Gad Elmaleh, et donc du coup, il y avait mon père dans la salle. Et à la fin, mon père, il me dit on peut prendre une photo avec Gad et tout. Et je lui dis, tu sais, il a dû partir et tout. Et il me dit, non, il est là-bas, derrière, là. Je dis, ok, ça va, papa. Du coup, je vais voir Gad. Il dit, Gad, tu peux prendre la photo avec mon père et tout. Il dit, ok. Et on prend la photo ensemble. Et après, je sais pas, par politesse, pour faire la conversation, il lui dit, alors, monsieur, est-ce que vous êtes fier de votre enfant? Et là, mon père, il lui répond, et j'en rajoute pas, il lui dit, voilà, c'est tout. Voilà. Il a du mal à le dire, hein, qu'il est fier de toi. Il n'arrive pas. La dernière fois, on a fait un événement pareil. Il y a une copine, Sandra Mizo, qui fait du stand-up. Oui, qu'on a reçu ici. Vous avez reçu ici, voilà. Et Sandra, elle lui dit, alors, vous êtes fier de votre enfant? Parce qu'elle connaît l'anecdote. Et mon père, il dit, je suis pas fier, mais je suis content pour lui. Je dis, là, c'est fou quand même, il n'arrive pas. C'est l'humilité extrême. Il est très fier, mais il le dira pas. Ce que je dis sur scène, parce que ça, j'en parle, c'est qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas fiers de nous, c'est qu'ils veulent nous motiver. Ouais. C'est ça. Mais vous nous avez pas motivés. Je parle à tous les parents, vous nous avez traumatisés. Voilà, c'est tout ce que vous avez fait. Dites-leur à ces gamins que vous êtes fiers d'eux. Voilà, c'est pas du Montessori, ça. C'est la base. Voilà, c'est la base. Alors, tu vas trouver non seulement l'amour du public, mais tu vas trouver l'amour tout court aussi. Oui. Dans ton public. Parce qu'aujourd'hui, tu partages ta vie avec Maya, c'est ça. Comment tu l'as rencontrée? Je l'ai rencontrée en Comedy Club. Elle m'a vu sur scène au Garage Comedy Club. Encore un Comedy Club à Marseille. Je l'ai rencontrée là-bas. Moi, j'étais sur scène, elle était dans le public. Et après, elle m'a envoyé un message en me disant que j'étais bon ce soir et tout ça. Pas de drague, hein, attention. Et je dis merci et tout. Et après, on a commencé un peu à parler ensemble. On s'est rencontrés.
Et voilà, et on s'est mariés. Voilà. Et alors, elle était spectatrice. Tu le racontes dans ton spectacle, ça aussi. Mais aujourd'hui, vous travaillez carrément ensemble. Alors, elle ne monte pas sur scène. Hein. Non, pas du tout, non. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, on en parlait il y a quelques minutes, dans les entreprises? Parce que ça, c'est super précieux pour des managers, ou même des employés. Tu vas peut-être nous donner quelques astuces, là, maintenant, pour que ça se passe mieux, grâce à l'humour, en entreprise. Ben, nous, ce qu'on fait avec les entreprises, déjà, c'est que je fais des conférences aussi dans les entreprises où je leur explique à quel point c'est important et comment utiliser l'humour en entreprise. Et je montre déjà toutes les marques qui le font, etc. Parce qu'en fait, utiliser l'humour, c'est quelque chose qui est marquant, quelque chose qui est fédérateur, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un événement, un comédie club à Airbus, où on a invité des humoristes, où on a créé un comédie club pour les gens d'Airbus. Et donc, du coup, on fait ça et on leur explique même dans cette conférence pour pitcher, quand ils ont des discours, etc., utiliser l'humour et comment utiliser l'humour dans un pitch, dans un discours, par les effets comiques, par exemple, l'exagération, le ternaire, etc. C'est des effets comiques. Comment les utiliser dans leur discours, quoi. Voilà, et ça fonctionne. Donc là, tu es à l'opposé du manager qui t'a fait démissionner du bureau d'études. Là, il est en train de se tirer les cheveux, là. Mais non mais au final, tu peux le remercier parce que sans lui, tu ne serais peut-être pas sur scène aujourd'hui pour prêcher la bonne parole de l'humour. Le spectacle s'appelle Mauvaise Nouvelle au pluriel. On peut le voir régulièrement dans la région? Oui, je joue tous les mois à Marseille, mon spectacle Mauvaise Nouvelle. Et puis en France entière aussi. Dans la France, bientôt à Paris aussi, à Aix-en-Provence. Je l'ai joué à Nice il n'y a pas si longtemps, à Montpellier bientôt aussi. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. Merwan Sali. Et en plus, il y a des tas de vidéos très drôles qu'on va pouvoir se partager. Les projets. Alors, tu as écrit ce spectacle qui s'appelle Mauvaise Nouvelle pour raconter ton histoire et pour la partager à ceux qui sont malades ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, ça peut aider beaucoup les personnes atteintes de cancer qui traversent cette mauvaise passe en ce moment. Et il y a peut-être derrière un autre projet, c'est un bouquin? Ouais, en vrai, un livre. Ma femme, elle aime beaucoup la lecture, elle lit beaucoup. Et ça a l'air de t'embêter, ça. Elle écrit... Non, même pas. C'est qu'elle lit et moi, je regarde des films. Donc, du coup, on n'arrive pas trop à mettre notre agenda. Ouais, du coup, vous êtes un peu en parallèle. Exactement. Mais non, moi, en vrai, oui, on aimerait bien écrire un livre avec ma femme. C'est un objectif. C'est pas tout de suite. Hein. Ça aurait une autre tonalité que le spectacle. C'est-à-dire que on rentrerait un peu comme on a fait aujourd'hui, un petit peu plus dans quelque chose de profond. Dans des confidences. Et dans des confidences que je n'ai pas faites auparavant ou dans le spectacle. Mais un livre qui parlerait de moi ou de la résilience, de comment l'utiliser. On y réfléchit encore. Ouais. La résilience, c'est vraiment le mot qui te définit parce qu'on voit les épreuves alors que tu es encore très jeune et que tu as vécu très très jeune et tu t'en sors avec ce smile et ces étoiles dans les yeux. En tout cas, tu mérites. Merci beaucoup, Merwan. On va aller te voir donc sur ta page Instagram. On va aussi aller voir ce spectacle Mauvaise Nouvelle. Et vous avez des extraits un petit peu partout. Vous pouvez aussi vous régaler de l'extrait quand tu passes devant le jury d'Incroyable Talent. Exact. Alors Merwan, pour terminer, on a une séquence traditionnelle dans cette émission. Ce sont les questions de la table de chevet. Alors pour commencer, ton livre de chevet, c'est un roman ou une bande dessinée? C'est mon téléphone, mais c'est Netflix. Voilà, j'ai compris. Le roman et la bande dessinée, c'est juste à côté, c'est pour Maya. Exactement, c'est ma femme, ça, c'est pas moi. Le soir, tu es plutôt bonnet de nuit ou fiesta jusqu'à l'aube? Ah, bonnet de nuit, je suis un vieux. On dirait pas, mais je suis un vieux. Tu te couches très tôt? Non, pas à cause de mon travail, mais parce que souvent je rentre à 23h30 minuit et avec l'euphorie, je me couche à 1h du matin. Mais sinon, moi, je suis un vieux, quoi. Alors, comme tu es un vieux, j'ai peut-être la réponse à la question suivante. Plutôt gros dormeur ou plutôt lève très tôt le matin? Ah, gros dormeur. Mais pas à 13h. Hein. Gros dormeur, c'est 10h. Oui, un petit hamster. Ouais, voilà, c'est un dormeur gentil. Pour t'endormir, silence absolu ou petite musique douce? Silence absolu. Ou autre chose, hein? Non, silence absolu. Okay. Ma femme, elle m'a appris les boules caisses. Ah, d'accord. Ouais, moi je connaissais pas les boules caisses. Maintenant, je mets des boules caisses pour dormir. Et vu que j'ai des grandes oreilles, j'en mets 2 à l'oreille gauche. Mais... Ah oui, carrément.
Le matin, au réveil, tu es plutôt bonne humeur incarnée ou carrément ours ricoré, tu vois Bonne humeur incarnée. Ouais, Ouais, ouais. je le sens comme ça aussi. Ouais. Je sais que tu ne triches pas. Ah non, et ça, mais ma famille, ils n'en pouvaient plus de moi. Parce que eux, non. Mon grand frère, pas du tout. Il voulait pas qu'on lui parle, sauf que moi, le matin, je raconte ma vie. Ouais, alors, tout à l'heure, ouais. Et alors, est-ce que ta femme, tu la saoules quand tu fais ça? Parce que moi, je suis exactement comme toi le matin. Et alors, j'ai un ours ricoré, moi, de l'autre côté. Ah ouais? T'as pas ça? Ah non, elle est comme moi. C'est génial. Ah ouais. T'as trouvé la perle. Pour terminer, l'anecdote la plus gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant, Merwan. Ah ouais. Il m'a pas prévenu en plus, hein, je préfère le dire. L'anecdote gênante, c'est gênant, mais pas forcément pour moi. C'est plus drôle que gênant. Alors, est-ce que je peux la dire ou pas? bah oui. Ok. C'est moi, comme je disais, j'ai beaucoup de pudeur. Oui. Donc quand j'étais à l'UPIX, un jour je vais pour aller aux toilettes et donc du coup je fais pipi. Alors l'UPIX, on rappelle que c'est la chambre stérilisée. stérile. Ouais. Je vais en chambre stérilisée, donc du coup j'ai envie de faire pipi, du coup je me lève, je vais pour faire pipi, donc je baisse mon pantalon, je fais pipi et là je tombe dans les pommes. Ouf. Je tombe dans les pommes, je tape ma tête contre la cuvette des toilettes et là j'entends l'infirmière arriver à fond. Et là, quand je l'entends arriver, moi j'ai beaucoup de pudeur, je suis tout nu à ce moment-là. Oui. Du coup, je fais quoi? Je me relève, je remonte mon pantalon, je retombe dans les pommes. Incroyable. Incroyable. Un réflexe vital. Un réflexe vital pour moi. Je retombe là dans les pommes, tête dans la cuvette. Et là, l'infirmière qui me voit comme ça allongé, mais pas tout nu. Ah ben, donc voilà. Merci Merwan de nous avoir régalé de cette anecdote. Effectivement, elle est gênante quand même. Non, de ton point de vue, elle est gênante. Après, le corps médical en a vu d'autres. Merci en tout cas d'avoir passé cette soirée pyjama avec moi. Je me suis régalé avec toi. Je pense qu'on s'est régalé aussi à te regarder. Plein de succès pour ton spectacle, Mauvaise Nouvelle. Mais c'est vraiment très très drôle. Et nous, on se retrouve très vite pour Confidence sur France.tv et sur la chaîne YouTube de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 3 PACA. Merci beaucoup Merwan, salut. Ciao, merci.